Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va parler aujourd'hui des particularités dans le secteur des REIT résidentiels unifamiliales. Donc, vous savez qu'il y a quelques mois, on a fait une formation sur les REIT, le secteur des REIT ici. Donc, vous pouvez retrouver sur la page principale ici de Top Invest en allant directement dans la description de cette vidéo aussi. Donc, à ce niveau, et ça se retrouve également à l'intérieur de ce combo 3 formations qui inclut maîtriser les REIT, comment analyser les rapports financiers et comment analyser une banque. OK, tout ceci ici. OK, et dans maîtriser les REIT, on a bien vu dans cette formation-là qu'il y avait plusieurs types de rates. Et chaque type de rate chaque rate a une particularité, que ce soit au niveau des types de contrats, que ce soit au niveau ici de l'indexation par rapport ici à l'évolution des loyers. OK? Donc, on doit étudier chaque rate de manière particulière. OK? Déjà, chaque secteur d'activité s'analyse différemment. OK? Et dans chaque secteur d'activité, il y a plusieurs industries. Chaque industrie également a ses particularités. Ce n'est pas pour rien que je prône ici des formations thématiques et non une grosse formation comme quoi, comment investir en bourse ou des choses comme ça. Ça, à long terme, vous allez vous rendre compte que ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous avez des particularités, des connaissances ici sur la plupart des secteurs, la plupart des industries, il y a de grandes chances que vous en sortiez dans le futur. OK? Bref. Aujourd'hui, je vais parler des rates résidentiels unifamiliales. Quel est l'état des lieux en date d'aujourd'hui? Enfin, comment est-ce que ce secteur se comporte généralement? Ce n'est pas une analyse sectorielle, je ne dirais, d'accord? Ce n'est pas une analyse sectorielle, même si je vais mettre ça comme analyse sectorielle, mais voilà, ce n'est pas une analyse sectorielle, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a à dire à ce sujet-là? Donc, je rappelle toujours ici qu'un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça demande énormément de travail. Et c'est le type de vidéo que moi j'aime parce que j'apprends énormément en le faisant ici. Je m'amuse. D'accord? Bon, même si on est 5-2 à regarder cette vidéo-là, mais je suis sûr et certain que vous obtenez énormément de valeur en allant vous-même pratiquer. Parce que vous savez que sur cette chaîne, on prône la curiosité intellectuelle. D'accord? Toujours. Donc, on y va. Les perspectives de l'industrie pour 2024 sont positives pour le sous-secteur des REIT résidentiels unifamiliales, qui sont une alternative viable à l'accession à la propriété compte tenu de la hausse des taux, la hausse des prix de vente et des taux d'intérêt hypothécaires. On sait que quand les taux d'intérêt augmentent, les gens sont moins enclins à acheter des maisons. Bah, ils ont besoin de vivre quelque part, donc ils sont plus ici, l'option ici, l'alternative, c'est généralement la location. Et il y a une autre particularité, c'est que la durée moyenne des loyers, des contrats de location est de 1 an. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, les loyers étant indexés à l'évolution ici des taux d'intérêt, généralement, donc vous allez vous rendre, enfin, attention, quand on est en période d'inflation, c'est ce que je voulais dire plutôt, pas des taux d'intérêt, quand on est en période d'inflation, si vous devez renouveler vos loyers pendant qu'on a une période d'inflation à 2 chiffres, attention, votre loyer aura tendance ici à augmenter à 2 chiffres en moyenne. Quoiqu'il y a parfois également des réglementations, etc. Mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire que les REIT résidentiels ont la possibilité d'augmenter les loyers plus rapidement que les REIT ici exerçant dans le secteur ici des warehouses. On va le dire comme ça. OK? Donc, il est tout à fait normal de constater une évolution des loyers, des revenus ou des AFFO pour ces REIT-là pour l'année 2023, peut-être même pour 2022. Et quand on a un ralentissement ici de l'inflation, vous allez également voir que le taux d'augmentation ici des loyers ne sera pas aussi rapide que l'année précédente. Mais on est sur une évolution, on est sur une évolution ici progressive à long terme. OK? Donc, on continue. Ces REIT qui desservent le marché de la location des maisons individuelles offrent aux résidents des maisons de haute qualité dans des quartiers prisés. Ce sous-secteur donne accès à des maisons individuelles neuves ou rénovées à proximité des zones d'emploi, des réseaux de transport et des infrastructures scolaires. C'est important. Zone d'emploi, réseau de transport, infrastructure scolaire. Si vous allez ouvrir, si vous achetez un ensemble ici de maisons unifamiliales dans une zone où il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de réseau de transport, il n'y a pas d'infrastructure, je ne sais pas ce que vous faites là-bas. D'accord?
Donc, toujours aller vérifier ces différents éléments-là. Surtout quand vous prenez une rate, allez toujours vérifier sur une carte ici où est-ce qu'elle est localisée, quelle est la géographie d'opération et quelle est l'économie dans cette géographie, dans cette zone géographique-là. C'est important. Toujours. Ensuite, les économies d'échelle et l'accès au capital permettent à ce sous-secteur de développer des plateformes verticalement intégrées et évolutives pour servir leurs résidents et mieux contrôler les coûts d'exploitation. Donc, plus on est gros, mieux c'est. Ces rates ont une présence locale et une expertise à travers des gestionnaires de marché qui supervisent les opérations des équipes locales de location, de gestion immobilière et d'entretien. Parce qu'il ne s'agit pas juste de louer un bâtiment ici, il faut également l'entretenir, il faut également ici faire la veille au niveau de l'évolution des loyers par rapport à la zone géographique. C'est important. Donc, quand on a une grosse taille, quand on est assez gros ici, on peut à peu près, je ne dirais pas qu'on est, quoique parfois gros ne veut pas forcément dire assez agile, mais ça nous permet ici de dégager des économies d'échelle, de centraliser énormément d'informations. Donc, cette présence sur un marché local permet d'offrir un meilleur service aux résidents et une meilleure connaissance du marché afin de gérer les taux de location, d'occupation et de renouvellement des locataires. Pour ces sociétés immobilières, une envergure nationale est un avantage car elle dispose d'une infrastructure centralisée pour soutenir les opérations et les normes du marché local afin de favoriser l'efficacité, la qualité et les économies de coûts. Les principales rates résidentielles unifamiliales sont en mesure de normaliser les baux des résidents, d'adopter une approche cohérente de la sélection des locataires et des opérations de location, ainsi que d'utiliser une base de données avec des outils de tarification basés sur des critères qui permettent de suivre l'évolution des marchés locaux. Le patrimoine immobilier résidentiel unifamilial de ces rates comprend des infrastructures et des appareils dont l'âge et l'état varient. À ce niveau-ci, généralement. Et c'est important parce que si vous avez un ensemble ici de bâtiments que vous avez acheté en 1970 avec des sanitaires de 1970, avec également ici comment on appelle encore ça, du matériel ici de cuisine de 1970, dont disons ici des frigos, des plaques à gaz, etc. En période, ça va généralement vous coûter cher généralement pour la maintenance et peut-être même en cas de rénovation, ça pourrait également vous coûter cher. Donc, il est toujours intéressant d'aller voir à peu près si les bâtiments qu'on a présentement sont maintenus au goût du jour. OK? Donc, par conséquent, chaque rate peut être amené à faire appel à des entrepreneurs indépendants et à des professionnels pour effectuer des travaux de réparation. Généralement, les plus grosses ont leur propre service ici pour effectuer tout cela. Parce que si vous voulez faire appel ici à un entrepreneur indépendant, il y a des risques, même si c'est un professionnel. Donc, ils sont donc exposés à tous les risques inhérents à la rénovation et à l'entretien des immeubles, y compris les dépassements de coûts, les augmentations de coûts de la main-d'œuvre et des matériaux, les retards des entrepreneurs dans l'achèvement des travaux, les retards dans la réception des permis de travail nécessaires et la mauvaise qualité de l'exécution. Et quand on parle ici d'inflation, on parle d'augmentation ici des coûts. On parle ici d'augmentation ici des coûts des matériaux ainsi que de la main-d'œuvre. Okay? Donc, c'est bien beau quand on voit ici que les loyers vont augmenter, mais n'oubliez pas que si l'entreprise doit faire des rénovations derrière, c'est un peu compliqué. Donc, il faut toujours également aller voir la bonne tenue ici de ces bâtiments-là. OK? Généralement, le conference call peut vous dire à ce niveau-là parce que les analystes posent souvent de bonnes questions à propos de ces informations-là. Donc, ces rates dépendent presque entièrement des revenus locatifs des résidents qui sont soumis à des obligations de loyer. Chaque rate gère soigneusement les taux d'occupation et d'inoccupation de ses propriétaires ainsi que la tarification du marché pour déterminer les taux mensuels des nouveaux baux et des renouvellements de baux. En 2023, les taux de location mensuels devraient diminuer pour atteindre une croissance à un chiffre par rapport au taux de croissance plus élevé de 2022. Si tu es curieux, tu vas aller chercher quelle était la raison derrière et je pense que je l'ai mentionné tantôt plus haut. Et juste pour information, vous devez quand même aller vérifier tout ce que je vous mentionne ici aujourd'hui. OK? Donc, les déménagements de résidents sont généralement plus nombreux pendant les mois d'été et c'est généralement ici une période, je dirais, favorable, dépendamment de la région dans laquelle vous vous situez. Si vous êtes particulier sur les régions où il fait beau généralement toute l'année, etc.,
voilà, ça, on aura tendance ici à avoir assez de... Les déménagements vers ces régions-là sont vraiment très élevés ici, surtout si le marché du travail est dynamique, etc. Bref, on devrait également rajouter une chose. Vu que nous sommes en période d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt, parce que l'inflation est toujours là, les taux d'intérêt sont assez élevés, ces entreprises se financent comment? Par la dette. Les rates, en fait, il ne faut pas que ça vous fasse peur. La dette ici, c'est normal. Mais tout dépend maintenant de ce qu'on a fait de cette dette-là. Si j'ai acquis ici, si j'ai pris une dette ici de 5% pour acquérir un bien immobilier qui va me rapporter ici 3%, je perds de l'argent. Mon coût du capital est très élevé. Si j'ai une dette de 5% pour acquérir ici, pour faire l'acquisition ici de biens immobiliers qui vont me rapporter à peu près des rendements de 8% sur lesquels je peux encore me permettre d'augmenter les loyers, je gagne de l'argent. OK? Donc, quand vous voyez une énorme dette ici, il ne faut pas juste la regarder comme ça, sans prendre en considération l'échelonnement de la dette dans le temps, les taux d'intérêt, la dette à taux fixe, à taux variable. Bref, on parle de tout ceci dans la formation. Donc, ce que je voulais mentionner ici, c'est que ces entreprises en date d'aujourd'hui feront moins d'acquisitions. D'accord? Et n'oubliez pas qu'elles sont en concurrence avec les private equity qui ont énormément d'argent, qui n'ont peut-être pas besoin d'aller voir une banque pour financer certains projets, parce qu'elles ont généralement assez de cash. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, généralement, les biens immobiliers coûtent de moins en moins cher. Enfin, s'il n'y a pas d'ajustement au niveau des prix, des loyers moyens ici. Mais voilà, ça peut être également une période ici de rachat pour ces entreprises-là. Et si vous vous rappelez bien d'une chose, allez-y vérifier pourquoi est-ce que Blackstone a fait l'acquisition d'énormément de biens immobiliers résidentiels avant qu'on ait cette période d'inflation. J'en ai déjà parlé une fois. Tapez Blackstone, residential rate, etc. Vous allez trouver des informations par rapport à ça. Donc, ils ont vu avant tout le monde que c'était peut-être le bon moment de s'y intéresser. Et je vous ai dit ici que les rates résidentiels vont avoir tendance à bien se comporter. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire également que toutes ces rates-là ont eu tendance à avoir des prix de plus en plus élevés depuis cette période-là, un peu comme les rates ici exercés dans les data centers? Non. Tout simplement parce que certaines de ces rates étaient à des prix assez élevés. Comme je dis toujours, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. Il faut toujours vérifier ici vos rendements par rapport à vos coûts d'acquisition. C'est très important, en prenant en considération les perspectives d'avenir, etc. Donc, faites attention à ces niveaux-là. Donc, quand on regarde dans ces entreprises-ci, en date d'aujourd'hui, si elles veulent faire des acquisitions, ça va être compliqué. Et vu que ce sont des entreprises qui distribuent à peu près des dividendes ici, le dividende en lui-même, généralement, a tendance ici à augmenter année après année, etc. Dites-vous que ça va être peut-être un peu difficile d'augmenter les dividendes aussi rapidement que la période précédente. Mais pas pour toutes les entreprises, je mentionne ici. Celles qui sont les plus endettées vont avoir tendance à souffrir. Et maintenant, comme je disais tantôt, elles sont en concurrence avec les private equity, les institutionnels, d'accord, comme par exemple ici les fonds de pension, etc., des rates publics ou privés, ainsi que des développeurs. D'accord? Et comme je l'ai mentionné ici, c'est le secteur d'activité dans le segment des rates ici, mis à part les warehouses, donc les entrepôts, mis à part également ici les data centers, c'est le segment qui peut avoir tendance à bien se comporter. OK? Et parmi les rates qu'on pourrait peut-être mentionner en date d'aujourd'hui pour vous, pour moi ici, je pourrais prendre MAA, que j'ai déjà analysé ici. Vous pouvez regarder. C'est une vidéo qui a quoi? 100 vues, je ne sais pas combien. Mais c'est une belle entreprise qui est intéressante du point de vue de dividende en date d'aujourd'hui. Et si les taux d'intérêt viennent à baisser, c'est une entreprise qui pourrait avoir tendance qui pourrait voir son prix augmenter à nouveau. Donc, Mid-America, c'est MAA. OK. Comme vous pouvez le voir ici, je répète encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez d'aller regarder les bénéfices nets ici par rapport au rate. Ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait pas du tout. D'accord? Ici, on regarde les FFO. On regarde les AFFO à la limite les FFO. Parce que c'est ici qu'on paye le dividende. On ne vend pas à crédit ou quoi que ce soit ici. Donc, à ce niveau-ci, nous avons une entité ici qui s'est négociée à peu près à 6,22% ici de rendement par rapport au FFO. On s'attend à une certaine croissance ici. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui $9, un business qui pourrait me rapporter ici, $131, un business qui pourrait me rapporter $9 d'ici 2026. OK? Pour moi, le rendement, le prix actuel est intéressant du point de vue dividende uniquement. OK? Maintenant, si le prix continue à baisser, tant mieux. Mais si tu l'achètes en date d'aujourd'hui, tu ne surpayes réellement pas. OK?
Donc, par rapport à la croissance, etc., il n'y a vraiment pas de stress par rapport à ça. Si l'inflation continue, elle pourra toujours, vu que les loyers ici, le bas ici est généralement de 1 an, les loyers sont indexés ici à l'inflation. Donc, on s'attend ici à une augmentation. OK? Maintenant, il faut vérifier les taux d'occupation, etc. Bref, tout ceci, on se retrouve encore une fois dans la formation. Donc, on a mis d'America. On a AMH, American Home for Rent, que vous pouvez également aller regarder. Elle a un prix un peu plus élevé que l'autre, mais vous pouvez également aller la regarder ici. Ensuite, vous pouvez prendre, il y a également Essex Property Trust. Toutes ces entreprises-là, on les a déjà étudiées sur cette chaîne, quantitativement. Également, assez intéressant du point de vue dividende. Après, il y a d'autres entités que vous pouvez aller regarder. Je ne sais pas, moi, enfin, on pourrait parler de INVH, Invitation Home. Je pense que j'en ai également parlé ici. Est-ce que c'est ça? Ouais, même Invitation Home, je pense que c'est un niveau assez élevé. Bref, je vous ai donné à peu près les particularités dans ce secteur d'activité. J'ai brossé ce secteur. Enfin, on l'a juste brossé, effleuré. D'accord? Donc, quand vous allez lire vos rapports financiers ici, vous avez à peu près une idée de comment est-ce que ce secteur-là se comporte. OK? En date d'aujourd'hui, on aura tendance à bien se comporter pour les années à venir. OK? En supplément de ce que je vous ai raconté précédemment ici. Bref, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, en fait. Ça fait plaisir, mais bon, après également, je fais des vidéos par rapport à ce que moi j'aime. Donc, à la fin de la journée, qu'il y ait des likes, qu'il y ait des vues, pas plus grave que ça. Bon, bye.